Daesh rebat les cartes au Moyen-Orient et le leader syrien Bachar el-Assad entend bien en profiter. On va en parler avec celui qui a pu le rencontrer. Bonsoir, Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Vous avez donc cette exclusivité mondiale qui paraîtra dans Paris Match demain. On en a quelques extraits et on va en parler avec vous. Avec Randa Kassis aussi, bonsoir. Président du mouvement de la société pluraliste en Syrie, exclu du Conseil national syrien pour avoir dénoncé dès le début les risques de la menace islamiste dans les rangs de l'opposition. L'histoire ne vous a pas donné tort et vous êtes aussi co-auteur de cet ouvrage, Le chaos syrien, qui vient de paraître aux éditions d'O. Et puis Olivier Ravanello. Bonsoir Olivier, éditorialiste pour les questions internationales sur iTélé. Régis Le Sommier, vous avez donc pu rencontrer Bachar el-Assad. On va vous voir sur ces photos à côté de lui. Est-ce qu'il a dit oui facilement à cette demande d'interview? Non, c'est pas une interview qui s'est faite du jour au lendemain. Ça a été 7 mois de négociations dans la phase active, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu intérêt de leur part. Enfin, il y a eu évidemment une demande de notre part aussi. Ensuite, ça a été compliqué, mais bon, pas plus compliqué que pour un autre chef d'État. Moi, j'avais interviewé George Bush à la Maison-Blanche en 2004. Ça avait été aussi au moins 1 an de négociation, donc ça se fait pas comme ça. Voilà. Maintenant, les conditions de l'interview, la faisabilité, jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr que ça allait avoir lieu. Il y a eu plusieurs fois, la date a été repoussée, et puis finalement, ça a eu lieu, donc le samedi 29 novembre. Il demande la liste des questions? Absolument pas. Aucune question n'a été... on m'a dit, vous pouvez nous poser les questions que vous voulez. Pour des soucis de savoir un peu où vous allez, donnez-nous les thèmes. Donc en gros, c'est normal. Voilà, ça se fait, mais on m'a pas dit, cette question-là, il faut pas la poser, il faut surtout pas lui parler de ça. J'ai absolument pas eu le droit à ça, et toutes les questions ont été respectées. Donc l'interview s'est déroulée environ 1 heure, classique. Quoi. Voilà. Comment on se rend aujourd'hui jusqu'au président d'un pays, j'allais dire, l'un des plus honnis de la communauté internationale, par la route? Par Beyrouth, par le Liban? Alors c'est Beyrouth, effectivement, la porte d'entrée. Enfin, la porte d'entrée, c'est la ville de Masna, qui donc est à environ une 50aine de kilomètres de Damas. C'est assez compliqué parce qu'il y a 2 phases. Il y a effectivement la phase donc Beyrouth-Masna. Vous êtes face à un flot de réfugiés. Il y a de plus en plus de réfugiés syriens du côté libanais. Le poste de frontière libanais est assez compliqué. Il faut vraiment avoir un chauffeur qui connaisse très bien ces endroits-là, qui ait l'habitude de passer, de faire la navette. Et puis ensuite, bon, c'est une équipe du gouvernement, enfin de la presse, qui est venue nous prendre jusqu'à Damas, et là c'est garde du corps, etc. Même si la route est sécurisée jusqu'à Damas, mais il y a toujours voilà, des surprises possibles malheureusement en Syrie aujourd'hui. Vous avez le sentiment que l'armée de Bachar el-Assad contrôle ces territoires que vous avez traversés, y compris jusqu'à Damas? Alors elle contrôle, oui, elle contrôle fermement Damas. Damas, il y a quand même beaucoup de checkpoints dans la ville. Il y a une nouveauté, c'est que il y a de plus en plus de drapeaux syriens, des drapeaux qui sont peints sur les murs, qui sont peints sur les murs en béton dans les rues. Il y en a partout. Sur les échoppes des souks, par exemple, toutes les échoppes ont le drapeau syrien qui a été peint de manière à montrer qu'on est vraiment dans une zone gouvernementale. Il y a aussi une multiplication des portraits de Bachar. Alors ça c'est quelque chose d'assez classique en Syrie. Il y a beaucoup de portraits, mais je sais qu'à une époque, Bachar el-Assad avait dit par rapport à son père qu'il voulait moins de portraits. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, il y en a vraiment partout, et du coup, ça vous fait un effet assez étonnant quand vous le voyez par rapport à ce côté militaire qu'il peut avoir dans la rue. Quand vous le rencontrez en personne, c'est pas du tout une personne qui est militaire, c'est plutôt quelqu'un qui est assez un peu félin, un peu assez souple, qui s'exprime énormément avec ses mains. Je dirais que c'est peut-être en rapport avec sa première profession qui était docteur, donc ophtalmologiste, et qui est pas du tout quelqu'un de rigide. Voilà. Il vous est apparu affaibli ou pas? Il m'a pas du tout paru affaibli. En revanche, je pense qu'il était assez sincère quand il parlait de la Syrie d'avant. C'est à la fin de l'interview, en disant qu'il regrettait, et ça c'est une des constantes des gens avec qui j'ai pu parler à Damas. Donc j'ai pu parler qu'à des gens côté gouvernemental, mais j'imagine qu'aussi côté rebelle, ça doit être la même chose. Il y a une sorte de nostalgie pour cette Syrie harmonieuse qui existait il n'y a pas si longtemps que ça, et dans lesquelles toutes les communautés à peu près s'entendaient les unes avec les autres. Et ça, je pense qu'il était assez sincère là-dessus. Maintenant, c'est un pays complètement déchiré. On sent le poids de 3 ans de conflit. Les gens ont une sorte de fatalité dans le regard, de fatalité dans les propos. Même chez lui, tout ça, c'est étonnant. Il y a assez peu d'agression, il y a assez peu de tension, en fait. Comme si, voilà, quoi, c'est Inch'Allah, on verra demain. Et puis, et même lui le dit, d'une certaine façon, il dit, je sais pas si je reste au pouvoir, voilà, si les choses
Il y a une sorte de fatalisme. Alors on en vient à votre interview à proprement parler, cette exclusivité mondiale. S'il vous a dit oui, c'est qu'il avait un message à faire passer. S'il a dit oui à un média français, c'est qu'il avait un message à la France à faire passer. Absolument. C'était quoi le message selon vous ? Disons que je pense qu'il y a un message à faire passer à la France parce que il y a le gouvernement syrien considère que la France est l'un des plus en pointe contre lui, y compris même depuis que le paramètre Daesh est venu dans l'équation syrienne. Alors, il est venu à la fois complexifier l'équation, mais en même temps aussi, il est venu la simplifier d'une certaine façon, puisque moi j'ai pu donc lui poser la question en lui disant voilà, les Américains aujourd'hui sont des alliés tactiques pour vous. Je lui ai même demandé si leurs avions, s'il y avait un protocole de non-agression quand leurs avions allaient bombarder Raqqa et que les avions syriens vont bombarder Raqqa. J'ai rappelé au président que l'AFP... il vous répond quoi, pardon, à cette question-là ? Sur la... Est-ce qu'ils se mettent d'accord ? Pas d'accord, mais tacitement, il n'y a pas d'agression. Voilà, c'était ça que un petit peu, c'était le sens de mon... Ce qu'il vous dit, c'est que quand les avions de chasse se croisent, syriens et américains, grosso modo, ils s'évitent, quoi. Voilà, ils s'évitent. Et puis, mais par contre, lui dit, on fait beaucoup plus le boulot qu'eux. Et effectivement, il y a une statistique qui a été sortie par l'AFP il n'y a pas longtemps que l'armée syrienne, enfin l'aviation syrienne, a fait environ 2000 sorties en moins de 40 jours, ce qui est énorme. Et lui dit, on fait beaucoup plus de sorties que les forces de la coalition, dont les frappes sont que cosmétiques. Voilà le mot qu'il emploie. Alors, on va revenir sur les 3 points qui vous sont apparus, les messages principaux de Bachar el-Assad, et on va les commenter avec vous, Randa Kassis, et avec vous, Olivier Ravanello. Première phrase importante de cette interview: on ne peut pas mettre fin au terrorisme par des frappes aériennes. Des forces terrestres qui connaissent la géographie et agissent en même temps sont indispensables. Sous-entendu, Olivier, en gros, vous avez besoin de moi pour finir le travail. Est-ce que c'est vrai factuellement ? C'est la question de fond en Syrie. La stratégie de la coalition internationale qui s'est mise en branle pour éradiquer Daesh a une logique militaire en Irak, c'est-à-dire que cette coalition mène des bombardements relativement intensifs, mais une fois que vous avez bombardé, c'est bien joli. S'il n'y a personne sur le terrain pour accompagner ces bombardements, reprendre les positions, faire la guerre, ça se fait les yeux dans les yeux, ça ne marche pas. En Irak, la coalition s'appuie sur l'armée irakienne au sud, sur les Kurdes au nord, et à entendre John Kerry aujourd'hui, ça commencerait à fonctionner. En revanche, en Syrie, au sol, c'est la grande énigme. Les bombardements ont lieu, mais qui combat au sol avec cette coalition ? Alors, le discours officiel, c'est de dire on s'appuie sur l'armée syrienne libre, composée au fil des années, d'abord d'officiers déserteurs, ensuite de sunnites qui se sont enrôlés, et c'est surtout une myriade de groupes qui a du mal à se coordonner. Mais surtout, ce que l'on a vu au fil des années, c'est que leur force de frappe n'est pas suffisante pour pouvoir prendre l'avantage. Donc la question qui se pose depuis quelques mois, c'est sur qui on s'appuie ? Les Turcs ne veulent pas franchir la frontière et s'engager au sol. Et du coup, Bachar el-Assad voit une opportunité et dit « mais moi, je suis prêt à vous aider ». Donc il fait une offre de service. Ce qui est frappant dans cette interview, c'est qu'on a vraiment un chef d'État qui est désigné par la communauté internationale et qui fait une offre de service en disant « vous ne pouvez pas gagner sans moi, mais si vous voulez, je veux bien faire le job à votre place. » Ou en tout cas, avec vous. Mais pour cela... mais il faut passer sur les 200 000 morts et puis il faut accepter de renouer avec lui. Alors, est-ce que la France pourrait changer de position ? A priori, François Hollande a clairement fermé la porte. C'était cet été, au mois d'août, précisément le 14, à la conférence des ambassadeurs. Bachar el-Assad ne peut pas être un partenaire de la lutte contre le terrorisme. C'est l'allié objectif des djihadistes. Et il n'y a pas de choix possible entre deux barbaries, parce qu'elles s'entretiennent mutuellement. Alors, Randa Kassis, est-ce qu'il a raison, François Hollande, de dire ça, ou est-ce qu'il voudrait être peut-être plus pragmatique ? Je crois, en fait, je vais dire ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est établir la paix en Syrie. C'est ça ce qui m'importe de plus. Alors oui, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est là. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est une personne formidable. Certainement, il a commis des crimes. Mais comme tous les autres aussi. Les rebelles aussi ont commis des crimes. Le régime a commis des crimes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie ? Si nous allons parler toujours de 200 000 personnes, ça veut dire, juste pour faire appel, que les 200 000 personnes ne sont pas que de côté rebelle. Sont aussi les premières victimes sont aussi les Alaouites, les civils, les autres aussi. Alors,
Les 200 000 personnes, c'est de la population syrienne. Le pays est déchiré. Aujourd'hui, nous risquons quand même une partition de pays. Qu'est-ce que nous allons faire avec la montée de Daesh, avec la montée de Nosra? Il n'y a pas que Daesh et Nosra. Il y a aussi d'autres rebelles radicaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut bien sûr relancer le processus politique. C'est pour cette raison je suis pour l'initiative russe qui veut relancer ce processus-là. Nous avons vu, ça fait quand même 4 ans, et nous allons entrer dans la 5e année, et nous avons bien compris qu'il n'y aura pas de solution militaire. Alors il n'y aura qu'une solution politique. Alors, oui. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le discours officiel des États-Unis. Tout à l'heure encore, le secrétaire d'État américain, John Kerry, a redonné la ligne. La ligne, eh bien, ce sont les frappes aériennes parce que, dit-il, elles fonctionnent. It is much harder now than when we started for Daesh to assemble forces in strength, to travel in convoys, and to launch concerted attacks. No large Daesh unit can move forward aggressively without worrying about what will come down on it from the skies. In coming weeks, the coalition's train, advise, and assist missions for Iraqi security forces will expand. Airstrikes will continue as necessary. Voilà, c'est efficace. On continue. Vous confirmez, c'est efficace ou c'est du discours? C'est du discours. Olivier Ravanello, sur le terrain. Sur le terrain, on voit qu'il manque quelque chose à cette offensive militaire. Mais quand bien même l'offensive militaire fonctionnerait jusqu'au bout, quand bien même Daesh serait éradiqué, la question de Bachar el-Assad est toujours posée. Que fait-on ensuite avec Bachar el-Assad? Est-ce qu'on reprend l'idée française de frapper le régime et d'éradiquer ce régime militairement? Ou est-ce qu'au contraire, on va à Canossa et après avoir dit plus jamais on ne parlera à cet homme, on reprend des relations diplomatiques? Aujourd'hui, le dilemme, il est là pour la France, pour les États-Unis, pour tout le monde. À terme, que va-t-on faire avec Assad? Alors, moi, ce qui m'a semblé assez significatif, j'ai parlé beaucoup avec des gens de Damas, des gens plutôt sympathisants du régime, mais outre cette lassitude de la guerre, j'ai noté chez eux qu'il y avait une volonté. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une guerre civile, c'est-à-dire que vous avez parlé à des gens qui ont de leur famille dans le camp d'en face. Il y avait une dame qui était avec nous, qui était donc pro-Bachar. Ses 2 fils combattaient du côté rebelle. Donc et l'inverse évidemment est vrai. Et vous avez des gens qui font la liaison entre le régime et les rebelles. Alors évidemment pas les rebelles de Daesh, on est d'accord. Les autres, ceux par exemple qui tiennent le quartier Jobar, il y a des dialogues comme ça. Et ce qu'ils souhaitent eux aujourd'hui, c'est une sorte d'union nationale, entre guillemets, contre Daesh. Voilà. Parce que c'est un peu... toute proportion gardée, bien sûr, mais l'action française et les communistes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, vous voulez foutre les boches dehors, ok, on n'est pas d'accord, mais commençons par ça. C'est comme ça. Maintenant, il y a eu 3 ans. Pendant ces 3 ans, ces gens-là se sont tirés les uns sur les autres. Il y a eu des morts il y a eu une quantité de morts incroyable. Est-ce que ce dialogue et est-ce que cette réconciliation est possible? Et est-ce que, évidemment, le gouvernement va chercher à en tirer avantage? Ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que les rebelles sont prêts à se dire quel est le pire des dangers? Est-ce que c'est Daesh ou est-ce que c'est le gouvernement de Bachar el-Assad? Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une tentative de recherche d'intégrer peut-être la coalition. D'une certaine manière, ça serait l'idéal de Bachar el-Assad. Je pense qu'il le souhaite vraiment. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il vous dit? Moi, c'est ce qu'il il me le dit pas. Il me dit la pénétration des Américains sur le territoire syrien est une violation de la souveraineté de la Syrie. Cette intervention n'a pas été cautionnée par l'ONU, elle est illégale, etc. Il est bien clair là-dessus. Maintenant, il pense que les frappes ne sont pas efficaces parce que ou les Américains ne frappent pas assez, mais que effectivement c'est lui qui fait le boulot sur le terrain. Ça et quand on voit la télé nationale, on est quand même. Moi j'ai bien regardé les news sur la télé nationale. Il n'y a que des news d'opérations militaires, il n'y a que ça. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'interview qu'il vous a accordée, c'est pas ce qui va le rabibocher avec François Hollande. Voilà ce qu'il en dit de François Hollande. Je ne suis ni l'ennemi personnel ni le rival de François Hollande. Je pense que c'est plutôt Daesh qui est son rival, puisque leurs codes de popularité sont très proches. Voilà pour le tacle à François Hollande. Peut-être aussi une façon de dire, Olivier Ravanello, que François Hollande, c'est François Hollande et que pour lui, la France,
eh bien c'est peut-être aussi autre chose. Il pense éventuellement à plus tard. Il pense à quoi ? C'est le coup de pied de l'âne, c'est la vengeance envers un homme et un pays qui, à un moment donné, a lâché, pas simplement un régime, c'est une famille qui a été lâchée. C'est-à-dire que les relations entre la France et la famille Assad sont de vieilles relations, que sans avoir à aucun moment été dupe ni myope sur la nature de ce régime, nature autoritaire, dictatoriale, la France a toujours eu des relations très étroites avec la Syrie, parce que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, depuis les accords Saïx-Picot, depuis le protectorat, c'est une zone traditionnelle d'influence française et que la France a toujours été présente. Que si vous reprenez la famille Assad, Jacques Chirac était présent aux obsèques d'Hafez el-Assad, qu'on disait que rien n'était possible sans lui au Moyen-Orient, qu'on a cru que Bachar el-Assad allait ouvrir le régime, ce qu'il a tenté de faire à un moment donné, et puis s'apercevant, et c'est le fond aussi de la question, c'est la légitimité de ce pouvoir. C'est le représentant d'une leader, d'une communauté alaouite qui est minoritaire et qui tient le pouvoir d'une main de fer. Combien de temps est-ce que ça peut durer ? Pendant combien de temps est-ce que la majorité ne va pas pouvoir s'exprimer ? C'est là tout le déséquilibre. Mais il y a eu un moment donné où la France a lâché la famille Assad et que ça c'est beaucoup plus complexe que des alaouites. Si vous voulez rentrer dans tous les rapports globalement, il y minoritaires, avait une alliance effectivement entre la France vous avez quand même un système et la qui est dynastie tenu, Assad, voilà. un appareil sécuritaire qui montre son efficacité. Il nous reste peu de temps, pardon Olivier. C'est-à-dire que Olivier, ce pouvoir-là, à part la force, n'a pas beaucoup de légitimité. On avance juste sur dans la votre interview, si population. vous le Et il voulez est bien, toujours parce là. que c'est le Et on en troisième parle ce soir. message que Bachar el-Assad fait passer dans votre interview, c'est son sort personnel à lui. Regardez ce qu'il en dit, on n'est pas obligé de le croire. Mon but n'est pas de rester président, ni avant, ni pendant, ni après la crise, mais quoi qu'il arrive, nous autres Syriens n'accepterons jamais que notre pays devienne un jouet entre les mains de l'Occident. Randa Kassis, vous le croyez là ? Oui, là je crois un tout petit peu, je crois qu'il est un tout petit peu sincère. Ce que je crois aujourd'hui, ce qui se passe au sein du régime syrien, qu'il y a quand même de dissensions. Ça veut dire qu'il y a plusieurs courants. Et Bachar el-Assad ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas vraiment tout l'appareil, ni l'appareil sécuritaire, ni l'autre appareil militaire. Alors, je crois qu'il cherche une sortie. Mais quelle sortie ? On a toujours dit à Bachar el-Assad, grosso modo, dégage. C'est ça ce qu'on avait dit. Alors, bien sûr, ce n'est pas cette sortie. Il lui faut une autre sortie. Il faut être plus subtil, plus fin, pour résoudre ce problème. Est-ce qu'en vous disant ça, Régis Le Sommier, il vous dit pas « je suis prêt à partir, mais en tout cas, je veux des garanties, pas de tribunal international, pas finir comme un vieux dictateur déchu, grosso modo ». Moi, je lui ai clairement posé la question de son départ, en lui demandant s'il l'avait envisagé. Alors lui, esquivé d'une certaine façon, mais en même temps, en répondant avec une métaphore, utilisant le capitaine qui reste à bord, même si le navire sombre, et qui est le dernier à partir. Je le sens plutôt déterminé à rester coûte que coûte. Voilà, donc quand on a j'ai évoqué devant lui le sort de Muammar Kadhafi et celui de Saddam Hussein, il n'a pas tiqué. Hein. Visiblement, il est prêt, lui, à rester jusqu'au bout. Alors, les conditions, quand il dit, effectivement, quand il laisse, il en réfère toujours au peuple syrien. C'est-à-dire, ce qui est toujours un petit peu embêtant dans ces interviews, c'est qu'il y a un usage exagéré du collectif. Vous lui parlez de ses enfants, il vous parle des enfants de Syrie. Vous lui parlez de sa femme, il vous parle de toutes les Syriennes. Donc, un petit peu comme si... c'est ce sentiment-là, et je crois qu'il y croit sincèrement, et que les gens autour de lui... voilà, donc c'est toujours très difficile de savoir quel est le degré de sincérité. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui vit reclus. Ça, on en a parlé aussi dans l'interview. Le fait qu'il ne puisse plus voyager, le fait que sa femme était une ambassadrice de la modernité à une époque. Aujourd'hui, elle vit à Damas. Effectivement, elle visite les familles, elle faisait à l'époque la une de soldats. Paris Match, mais effectivement sous d'autres conditions. Non, elle n'a jamais fait la une de Paris Match. Elle a été interviewée dans Paris Match, mais elle n'a pas fait la une. Mais en attendant, c'était elle qui elle représentait la modernité au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est une personne qui vit à Damas, recluse. Voilà. Il nous reste une minute juste pour conclure. Il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Apparemment, il est désormais de notoriété officielle, en tout cas du point de vue du Pentagone, que l'Iran a bombardé Daesh en Syrie. Est-ce que tout ça, ça peut changer la donne ? On est toujours dans la même logique, c'est jusqu'où va-t-on dans les alliances ou dans la participation pour renverser Daesh. Et donc la question se pose avec l'Iran et elle se pose avec Bachar el-Assad. Mais à chaque fois, c'est une logique militaire qui prévaut, là, dans l'immédiat. Comment fait-on pour gagner cette guerre ? Mais il n'empêche que la question politique, elle demeure. À quoi va ressembler la Syrie après ?
Par qui sera-t-elle dirigée? Dans quelles conditions? Et là-dessus, la coalition n'a pas de réponse. Moi, je pense que, si je puis me permettre, sur l'Iran, il y a un direct prolongement sur, à mon avis, l'implication massive du Hezbollah auprès des Syriens. Ça, c'est une donne qui a vraiment été fondamentale, d'abord dans la restructuration de l'armée syrienne, et effectivement, le Hezbollah, l'Iran et le régime syrien, c'est ces trois choses qui fonctionnent relativement en harmonie aujourd'hui. Randa Kassis, quand vous voyez que les avions iraniens côtoient aujourd'hui les avions américains pour frapper Daesh en Irak, vous vous dites que tout est possible? Oui, parce que l'Iran, pour les États-Unis aussi, est un allié principal pour combattre Daesh. Alors, ce qui, à vrai dire, ça ne m'étonne pas vraiment que l'Iran bombarde, même, je peux dire, avec un accord pas vraiment très clair, tacite de la part des États-Unis. Merci, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. Et donc cette exclusivité mondiale, l'interview de Bachar el-Assad est à découvrir dans Paris Match, qui exceptionnellement sortira en kiosque, si j'ai bien compris, dès demain matin. C'est bien ça? Demain matin, c'est jeudi. C'est jeudi, c'est vrai, mais je suis perdu. Donc ça ne sera pas exceptionnel à part son contenu. Merci Régis Le Sommier d'être venu nous en parler en avant-première ce soir sur ce plateau.